Bonjour et bienvenue dans cet entretien de France 24. Nous accueillons aujourd'hui Alexei Pouchkov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission étrangère de la Douma, c'est-à-dire l'Assemblée nationale russe. Et je vous remercie parce que vous recevez France 24 dans un endroit magnifique. C'est l'hôtel d'Estrée, hôtel particulier du XVIIIe siècle. Nous sommes en plein Paris et c'est la résidence de l'ambassadeur russe à Paris. Je commencerai toutefois cet entretien par la question qui aujourd'hui taraude tout le monde. Tous les regards sont focalisés vers l'Ukraine, sur ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Comment est-ce que les Russes regardent ces manifestations monstres que l'on voit aujourd'hui ? En Russie, on a l'impression que ces manifestations démontrent certainement la volonté d'une partie de la société ukrainienne de signer ce contrat d'association avec l'Union européenne, mais nous ne pensons pas que c'est la majorité des Ukrainiens, parce que nous savons que la majorité reste, je dirais, plutôt indifférente à ces manifestations. C'est les gens qui sont venus surtout de l'Ukraine de l'Ouest. L'Ukraine de l'Ouest a été toujours beaucoup plus attirée par la Pologne, par la Lettonie, par la Lituanie, par les pays de l'Europe de l'Est, tandis que l'Ukraine de l'Est et l'Ukraine du Sud sont beaucoup plus attirées par la Russie, pour des raisons ethniques, mais aussi parce que l'industrie principale de l'Ukraine est située justement dans les contrées Est et Sud. Et ce sont les gens qui vont perdre beaucoup parce que cette notion de cette ouverture mutuelle des marchés, la notion avec laquelle opère l'Union européenne en démontrant les côtés positifs de cette association, elle est un peu, mettons, déroutante parce que ça serait l'ouverture du marché ukrainien pour la production européenne, mais pas tellement l'ouverture européenne. Formellement, oui, mais l'Ukraine n'a pas tellement de choses à vendre en Europe. Si on compare le niveau technologique de l'Ukraine, bien sûr, il est beaucoup inférieur au niveau de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne ou de l'Italie. Et donc, l'économie ukrainienne n'est pas assez compétitive pour soutenir cet effort de compétition que nécessiterait cette association. Et donc, une grande partie de l'industrie ukrainienne va perdre, les usines vont se fermer, les gens vont être mis à la porte. Aussi, il y a tout un programme d'économie budgétaire, et l'économie budgétaire, les sociétés ne l'aiment pas non plus. Et donc, nous, en Russie, nous pensons que voilà, ces dizaines de milliers, ou même plus, d'opposants à M. Yanukovych, le président de l'Ukraine, ils se battent pour un mythe. Il y a une mythologie dans leur tête. Je vais quand même vous apporter la contradiction parce que les chiffres que l'on sort sont plutôt des centaines de milliers de manifestants. J'ai dit même s'il y en a plus. Voilà. Même s'il y en a et plus. C'est vrai qu'on a des images de Kiev, mais il y a quand même des manifestations qui sont des manifestations dans plus d'une centaine de villes en Ukraine. On a des manifestations, et ça rappelle la révolution orange, y compris dans le Donbass, qui effectivement est quand même le fief de la Russie, enfin de l'Ukraine russophone. Il y a, si on regarde des images, il y a des jeunes gens, mais il y a aussi des personnes d'un certain âge. Vous n'avez pas quand même l'impression qu'il y a aussi un courant qui a vraiment envie que l'Ukraine bouge et que la Russie est très attachée à l'Ukraine parce que c'est quand même effectivement un des berceaux historiques et qu'elle n'a pas non plus envie que l'Ukraine s'en aille? Mais naturellement, nous sommes intéressés à avoir une intégration économique avec l'Ukraine comme l'Union européenne est intéressée. C'est un grand marché, c'est 45 millions de gens tout de même. C'est un pays économiquement important. Et vous avez raison, il y a des manifestations contre le gouvernement aussi dans les contrées Est, mais on ne peut pas les comparer par le nombre de gens qui participent avec ce qui se passe à Kiev ou bien dans l'ouest du pays. Tout de même, c'est l'ouest du pays et Kiev qui sont le berceau de ce nouveau mouvement anti-Yanukovych. Mais tout de même, si on regarde ce qui est mieux pour l'Ukraine, il faut la comparer aux pays de l'Europe du Sud, aux pays qui ont été proposés une association avec l'Union européenne ou même qui ont
qui font partie de l'Union européenne, comme la Bulgarie ou la Serbie. Et on a vu que ces pays n'ont pas gagné de cette union. En Bulgarie, ça a mené à une crise gouvernementale. Il y a eu des gens dans la rue, justement, mais qui s'opposaient à cette politique de l'Union européenne. Et vous avez remarqué que à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas de manifestation pour l'Europe unie, pour l'Union européenne. Il y a des démonstrations contre. L'Ukraine, donc, c'est une certaine mythologie. Les gens pensent que ça va créer une corne de fécondité, d'opulence, et ça va se déverser sur l'Ukraine. Ils regardent un peu du côté de la Pologne. Hein. Ils regardent, je pense, vers leurs espoirs, surtout. Je ne pense pas qu'ils connaissent très bien la situation en Pologne, mais leur espoir que ça va être meilleur. Mais le problème, c'est qu'avant de devenir meilleur, ça peut devenir pire. Et tous les économistes que je connais, ils sont tous d'accord. Et même les Occidentaux, même les Européens, ils disent 10 années d'un régime vraiment très strict budgétaire et d'un régime très strict dans le domaine social. Alors juste parlons concret rapidement, mais on sait que le Premier ministre ukrainien est allé tendre la main vers l'Europe en demandant dans ces cas-là un prêt de plusieurs milliards d'euros, 20 milliards d'euros. Est-ce que la Russie a la possibilité de donner l'équivalent à l'Ukraine, de baisser le prix du gaz pour effectivement aussi tendre la main économiquement à l'Ukraine ? Je ne pense pas que la somme de 20 milliards est discutée dans les pourparlers avec la Russie, mais ce que la Russie peut faire, c'est justement, elle peut faire repousser le paiement de la dette pour le gaz, qui est déjà 2 milliards. Et même l'Union européenne n'offre même pas 2 milliards d'aide d'assistance économique ou financière à l'Ukraine. La Russie peut faire baisser le prix du gaz, ce qui est extrêmement important parce qu'il y a un hiver, il faut survivre pendant l'hiver, et l'Ukraine n'a pas de quoi payer. Et le prix du gaz est important. Et le prix du gaz est très important, et on peut le faire baisser. Donc la Russie peut signer un accord commercial avec l'Ukraine en lui créant des conditions favorables pour survivre à cette crise financière dans laquelle se trouve le pays. L'Union européenne lui propose un avenir radieux, mais dans une dizaine d'années. Et donc, pour arriver jusqu'à cet avenir radieux, il faut survivre. Et l'Union européenne ne propose rien du tout pour que l'Ukraine survive. Et alors là, il y a un grand décalage, à mon avis, entre la position de Moscou, qui n'est peut-être pas tellement démonstrative que la position de l'Union européenne, un futur européen et tout ça, mais elle est beaucoup plus pratique. Et je pense qu'elle est beaucoup plus avantageuse dans les années qui suivent pour l'Ukraine. Donc voilà la position russe sur l'Ukraine. Je le rappelle parce que votre français étant admirable, on pourrait se tromper, mais c'est bien la position russe. Passons sur le dossier de la Syrie aujourd'hui. C'est un dossier qui est extrêmement important. On a vu effectivement que c'était un affrontement entre l'Occident et la Russie. On voit qu'on cherche des solutions diplomatiques avec la mise en place d'un Genève 2 autour de la table, avec beaucoup d'interrogations. On apprend aujourd'hui que d'ailleurs la Russie considère que toute l'enquête sur les armes chimiques n'est pas suffisante pour montrer que le gouvernement Bachar el-Assad s'en est servi. Pourtant, il faut bien qu'on sorte de ce conflit qui fait aujourd'hui des milliers de morts, qui met des réfugiés et qui déstabilise totalement un pays. Quel avenir peut-on trouver aujourd'hui pour la Syrie ? Par quoi peut-on passer ? Ça, c'est une question absolument critique. Je pense qu'il faut avancer par stade, c'est une stratégie de petits pas, probablement. On ne peut pas faire des percées. On a fait une percée sur les armes chimiques. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas d'affrontement, de confrontation entre l'Occident et la Russie sur la Syrie, parce que tout de même, sur la question de la guerre, c'était les États-Unis, soutenus par la France. Les Britanniques n'ont pas marché, comme vous savez. Le Parlement britannique a voté contre. Donc, c'est plus compliqué que ça. Je dirais que personne n'a besoin d'une Syrie radicalisée, islamiste, où des organisations comme Al-Qaïda vont contrôler au moins une partie du pouvoir. Je pense que c'est pas dans l'intérêt de l'Occident, c'est pas dans l'intérêt de la Russie, et sur ce point-là, il n'y a pas de confrontation. Et alors, il faut se mettre d'accord comment on marche vers une Syrie unifiée, parce qu'elle peut un partage de la Syrie est complètement il peut être considéré comme un scénario néfaste, mais tout de même, ça peut arriver. Donc, on devrait avoir une Syrie unifiée, une Syrie où toutes les ethnicités peuvent vivre en paix, comme ça a été d'ailleurs le cas auparavant. Une Syrie plus démocratique,
et une Syrie sans violence et sans guerre. Je pense que ça passe par Genève 2. Il n'y a pas d'autres moyens. Il faut faire parler le gouvernement et la partie modérer l'opposition. Parce qu'il y a une partie radicale islamiste, je pense qu'elle ne doit pas faire partie du dialogue. Il y a un autre pays à côté de la Syrie qui s'appelle l'Égypte aujourd'hui, qui est effectivement dans les soubresauts. C'est un pays qui a été en son temps dans le bloc communiste, qui avait ensuite été dans le bloc américain, on va redire les choses comme ça, mais aujourd'hui c'est un pays où on voit que la diplomatie russe est de plus en plus importante, avec effectivement des accords d'armement dans le Sinaï, avec plein de choses qui se passent. Ça aussi, ça fait partie des secteurs qui sont extrêmement importants pour vous. La diplomatie russe aujourd'hui au Moyen-Orient est de plus en plus présente. Oui, mais écoutez, c'est la conséquence d'une défaite américaine, à mon avis, parce que en 1991, quand l'Union soviétique s'est dispersée, la Russie a dit, bon, l'Amérique veut jouer le premier rôle au Moyen-Orient, bon, allez-y, hein, on se met à côté. Et on a observé pendant une quinzaine d'années comment ça se passe. Et à mon avis, ça ne se passe pas très bien, parce qu'on a eu une guerre en Irak. La paix au Moyen-Orient, je veux dire, Israël-Palestine, est aussi loin que ça a été il y a une trentaine d'années. Il y a ces crises en Syrie, en Égypte, la Libye. C'était quoi? C'était un pays, oui, autoritaire, mais au moins contrôlé. Et maintenant, c'est un pays en état de quasi-guerre civile et sous contrôle de bandes armées. Et alors, nous pensons que les Américains ont perdu la stabilité au Moyen-Orient. Donc, et ce n'est pas nous seulement qui le pensons, parce que je viens de rencontrer maintenant à Moscou le nouvel ambassadeur égyptien. Ils sont très intéressés d'avoir des rapports avec la Russie dans le domaine militaire, politique, économique et ainsi de suite. Ça démontre qu'on ne peut pas établir la stabilité, la paix et la coopération dans une région à la base d'une hégémonie d'un seul État, comme les États-Unis d'Amérique. Ils peuvent faire des choses, ils ne peuvent pas faire tout. Donc, on doit y être présent aussi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci donc à Alexei Pouchkov de nous avoir accompagnés. Bonne suite de programme sur France 24.